Un cri perçant traverse la nuit africaine. Nous pénétrons dans l'univers insensé de la hyène tachetée, où les tueurs les plus redoutables sont doux comme des agneaux, où d'innocents nouveau-nés commettent des atrocités, où les petites femelles sont constituées comme les petits mâles. La hyène est l'une des plus étranges curiosités de la nature, qui il y a peu de temps encore était la seule à connaître ses secrets. Kay Holekamp est l'une des rares personnes à éprouver de la sympathie pour les hyènes. Elle connaît mieux que personne leur implacable hiérarchie sexiste et observe comment elles déjouent toutes les règles de la nature. Le jour vient de se lever sur la réserve de Masai Mara, dans le sud du Kenya. Les hyènes du groupe baptisé les Intrépides s'ébattent autour de leur tanière collective. Avec une douzaine de petits affamés, trop jeunes pour se nourrir seuls, les mères doivent partir chasser le gnou. Bien qu'elles soient généralement considérées comme des charognards, les hyènes chassent et tuent elles-mêmes 90% de leur proie. Leur capacité d'adaptation et leur intelligence font même d'elles l'un des plus grands prédateurs d'Afrique. Biologiste de formation, Kay Holekamp consacre sa carrière à l'étude des hyènes dans la nature. Elle ne se lasse pas de les observer et de les écouter pour essayer de percer les mystères de leur étrange univers. Les hyènes sont des animaux fascinants pour moi. Elles ont un répertoire de comportements d'une extrême richesse. Ce sont des sortes d'excentriques. Beaucoup de gens pensent que ce sont des animaux repoussants parce qu'elles se nourrissent de charognes. Mais ce sont des animaux affectueux et joueurs. Elles peuvent se montrer redoutables les unes envers les autres, mais elles sont aussi des mères extrêmement attentionnées et se soutiennent toujours face à un ennemi. Elles ne font jamais ce que l'on attend d'elles, et c'est ce qui me fascine chez elles. Pour suivre les hyènes du groupe Talek à travers leur territoire de 65 km², Kay Holekamp a équipé certaines d'entre elles d'un collier émetteur. Depuis plus de 12 ans, elle est réglée sur leur fréquence pour observer leurs moindres faits et gestes. Suivant le signal émis par les hyènes, Kay Holekamp pénètre dans un monde merveilleux. Après 4 mois de gestation, les femelles mettent bas dans une tanière isolée. Les petits sont généralement des jumeaux, 2 petites boules de poils noirs, aux yeux grands ouverts et aux dents acérées, prêtes à entrer en action. Contre toute attente, les bébés hyènes se livrent des combats sans merci. Il arrive même qu'un petit soit gravement blessé ou tué par son rival. On ne connaît aucune autre espèce de mammifère sauvage dont les petits se battent de cette façon. Pourquoi les hyènes font-elles preuve d'une telle brutalité ? On pense que cette agressivité précoce sert avant tout à établir une relation de dominant-dominé dans la portée, ce qui est extrêmement important si des problèmes surviennent. L'animal dominant réussira toujours à survivre, alors que l'animal dominé sera celui que sa mère nourrira moins ou qu'elle n'aidera pas à chasser. Avec des mâchoires qui peuvent briser les vertèbres d'un gnou comme de simples allumettes, la mère transporte sa précieuse progéniture dans la tanière du clan 3 semaines environ après leur naissance. C'est un rite de passage pour les petits qui entrent dans leur nouvelle vie de membres d'une communauté.
Kay Holcamp vient de détecter le signal d'une autre jeune mère à proximité de la tanière collective. C'est une découverte formidable. Cette femelle que nous avons baptisée Bailey a 2 petits de 3 semaines que je n'avais pas encore vus hors de leur tanière. Les 2 petits s'appellent Mojo et Annie. Mojo est le dominé, celui qui porte des cicatrices, et Annie est la dominante. Ils essaient tous les 2 d'atteindre les 2 mamelles de leur mère. Et Annie, la dominante, est dans ce que l'on appelle la position préférée, c'est-à-dire contre le ventre de sa mère, là où sa mère peut la lécher pendant qu'elle tète et où elle peut rester bien au chaud. Tandis que Mojo est repoussé entre les pattes arrière de sa mère, où elle pourra moins le lécher et où il est moins au chaud. Comme Annie peut mieux profiter du lait de sa mère, elle va grandir plus vite et être plus forte que Mojo. Dans environ 6 mois, quand les petits commenceront à chasser avec les adultes, Annie sera aussi la première servie en viande fraîche. Dans peu de temps, les petits vont commencer à ressembler à Cyprès, ce jeune mâle de 7 mois, dont la mère est l'une des femelles inférieures du groupe. Malheureusement, 2 semaines après le tournage de ces images, Cyprès a connu le sort qui frappe 40% des hyènes. Il a été attaqué et tué par des lions. Kay Holcamp observe la façon dont les petits ont déjà établi un rapport de force. Comme d'habitude, l'enjeu est de gagner les faveurs de la mère. C'est Annie qui a l'avantage, comme en témoignent les cicatrices que Mojo porte sur le dos. Pour une fois, il a la chance de téter tout seul, car Annie est partie fouiller le pelage de sa mère à la recherche des traces de sang de la dernière chasse. Dans les mois qui viennent, ces 2 petits vont aller de surprise en surprise, en découvrant leur nouvelle vie au sein du clan. La tanière collective est au cœur de l'univers social des hyènes. Tous les jours, les petits découvrent des dizaines de curieux étrangers. Dans quelques mois, ils vont se battre contre ces hyènes pour se nourrir, mais aussi s'associer avec elles pour combattre les lions et les autres groupes de hyènes. La société des hyènes repose sur une hiérarchie aussi rigide que celle d'une monarchie féodale. Ici, ce sont les femelles qui font la loi, qui ont tous les pouvoirs et tous les privilèges. Dans la plupart des espèces, c'est la taille ou la force qui détermine la place dans la hiérarchie, mais chez les hyènes, c'est le rang de la mère. Chaque famille a une place précise dans l'échelle sociale, et le niveau de cette place détermine qui a le dessus sur qui. Regardez comment cette jeune femelle de haut rang chasse sans vergogne cet adulte beaucoup plus grand qu'elle, mais de rang inférieur. Les mâles sont les déshérités de la société des hyènes. Tandis que les mères et leurs filles restent dans leur groupe natal toute leur vie, les mâles doivent partir pour trouver une femelle et se battre pour rejoindre un autre groupe. La plupart des mâles d'un clan sont donc des étrangers et les femelles ne manquent pas une occasion de le leur rappeler. Les hyènes ne cessent de se renifler les unes les autres pour savoir à qui elles ont affaire. Toute rencontre commence ainsi par un examen olfactif des parties génitales. Les petits apprennent très tôt dans leur vie que pour trouver sa place dans la société, il faut flairer les autres et se faire renifler.
L'un des mystères de la société des hyènes est la façon dont les petits apprennent quelle place ils ont dans le clan. Kay Holcamp et sa collègue Laura Smale ont passé des milliers d'heures à chercher une réponse. Lorsque les bébés hyènes arrivent dans la tanière collective, ils commencent par attaquer tous les petits qui sont de la même taille qu'eux. Au bout de 7 à 8 mois de vie commune avec tous les autres membres du groupe, ils atteignent le rang social qui se trouve immédiatement au-dessous de celui de leur mère. L'un des premiers buts de nos recherches était de trouver comment les petits réussissent à comprendre quelle est leur place dans cette hiérarchie si complexe. Au fil des années, nous avons remarqué que les mères interviennent sans arrêt pour défendre leurs petits. Si un petit pousse un cri parce qu'un autre l'embête, sa mère se lève immédiatement et punit le petit qui ennuyait le sien. Cet apprentissage dure 7 à 8 mois, mais à la fin, les petits savent qu'ils ne doivent pas attaquer ceux dont les mères sont d'un rang supérieur à celui de la leur. Bien avant que la mode unisexe soit en vogue, les hyènes ont gommé les différences entre les sexes. Contrairement à tous les autres mammifères, la hyène femelle a des organes génitaux qui ressemblent à s'y méprendre à ceux d'un mâle. En fait, mâle et femelle arborent un sexe en érection qui semble agir comme une main tendue pour saluer un congénère. Quant à savoir comment les hyènes réussissent à s'accoupler et à mettre bas, mieux vaut s'en remettre à son imagination. Une chose est sûre, faire passer un bébé hyène dans l'étroit conduit d'un pseudo-pénis doit être autrement plus difficile que de mettre au monde un petit homme. Pourquoi les hyènes femelles sont-elles donc si impudiquement masculines ? L'une des raisons invoquées est que dans l'utérus, les embryons flottent dans un bain de testostérone qui détermine les caractères masculins tels que la force et l'agressivité. Au fil de l'évolution, ce sont les femelles grandes et robustes qui se sont imposées devant leurs sœurs plus féminines, et leurs attributs masculins pourraient être un effet secondaire de la sélection naturelle des femelles les plus batailleuses. Ce qui fait des hyènes tachetées une espèce vraiment unique dans le groupe des mammifères, c'est que les rôles attribués en fonction des sexes sont complètement inversés par rapport aux autres espèces. Chez les hyènes, c'est la femelle qui est la plus grande et la plus forte, et elle est aussi plus agressive qu'un mâle. Une fois encore, la nature nous joue un tour et soulève une question qui est aussi intéressante pour notre propre société. Qu'est-ce qui définit un mâle et qu'est-ce qui définit une femelle ? Le groupe Talek fait l'objet d'études depuis plus de 20 ans. Kay et ses collègues connaissent l'âge, les liens familiaux et le rang social de chacun des 70 membres du clan. On dirait qu'on a un nouvel arrivant. Voyons voir, c'est probablement le même adulte. Je crois que c'est Athéna et Monsieur Bill qui s'appuient contre elle. Oui, on dirait bien que c'est elle. Elle a les mêmes taches en forme de T sur le milieu du dos. Nous avons remarqué un nouvel individu en provenance du Sud. L'observation des moindres événements de la vie quotidienne des hyènes permet d'avoir une vision inédite des rapports de pouvoir qui existent dans leur société. La femelle dominante du groupe est aussi celle qui met au monde le plus de petits. C'est elle qui a la priorité sur la nourriture. Elle mange davantage que tous les autres membres du clan. Grâce à cela, elle produit davantage de lait et peut donc mieux nourrir ses petits qui grandissent plus vite que les autres et commencent à se reproduire plus tôt. De telle sorte que la famille de la femelle dominante est toujours plus forte que les autres. Nous avons vu certaines familles dominantes se multiplier fabuleusement, tandis que les familles de rang inférieur s'éteignaient peu à peu. C'est très triste de voir ça, car les femelles inférieures font tout leur possible pour nourrir leurs petits. Mais comme elles sont les dernières à profiter de la nourriture, elles sont impuissantes. Pour une femelle de rang inférieur, la vie est une lutte permanente pour la survie. Elle doit chasser et tuer des proies avec tout son clan, mais elle ne se nourrit que de ce que les autres lui laissent. Pourtant, même si tout est contre elle, elle parvient à trouver d'astucieux moyens de tirer son épingle du jeu. Les plaines de l'Afrique de l'Est.
Une immense arène où les plus majestueux représentants du règne animal s'affrontent pour leur survie. Les carnivores sont faits sur mesure pour tuer pour se nourrir. Les lions sont forts et puissants, pourvus de dents acérées et de griffes redoutables. Les guépards ont un corps aérodynamique taillé pour la vitesse. Avec son dos voûté et son allure gauche, la hyène tachetée a l'air d'un avorton qui s'est introduit furtivement dans le club des grands chasseurs. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Les hyènes sont d'excellentes chasseuses. On les a vues des centaines de fois tuer de grandes antilopes. Une seule hyène peut tuer un gnou qui fait plusieurs fois son poids grâce à sa redoutable obstination. Quand elle traque une antilope, elle la pourchasse jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle et s'arrête pour leur faire front en leur donnant des coups de corne. Les hyènes se jettent alors sur elle, la mordent et commencent à la dévorer vivante. Toute cette agitation attire malheureusement d'autres hyènes du groupe et rapidement elles se jettent toutes frénétiquement sur la proie. Autour de la carcasse du gnou, la seule règle est chacun pour soi. Malgré l'apparent désordre, tout reste bien organisé. Dans cette société élitiste, les dominants sont aussi les premiers servis. Les mâles et les femelles inférieures doivent leur céder la place, même si c'est l'un d'entre eux qui a tué la proie. Lorsqu'une hyène de rang inférieur tue un gnou, par exemple, et que la femelle dominante ou toute autre femelle de rang supérieur l'a remarqué, elle se dit « il y a quelque chose à manger » et elle se précipite sur les lieux. Là, elle évince la hyène qui a pourtant tué le gnou et mange autant de viande que son estomac le lui permet. Dotée d'un appétit d'ogre, une hyène adulte peut engloutir 16 kilos de viande en 10 minutes seulement. À quelques pas d'écart, le petit peuple attend que les grandes dames soient rassasiées. Tout usurpateur essayant de brûler les étapes est aussitôt évincé. L'une des principales particularités morphologiques des hyènes tachetées est la forme de leur crâne. Comme vous pouvez le voir, leur crâne est pourvu d'une puissante arête qui apparaît à l'âge adulte. Et au sommet de cette arête est attaché un énorme muscle qui descend le long des joues et est relié à la mâchoire inférieure. Une deuxième grosse masse musculaire part de l'os de la joue pour s'attacher également à la mâchoire inférieure. Grâce à ces deux muscles, les hyènes ont des mâchoires extrêmement puissantes, avec une force surtout concentrée sur ces deux grosses dents cylindriques. Ces puissantes mâchoires sont l'arme secrète des hyènes. Si elles n'ont pas la grâce et la rapidité des grands félins, elles sont en revanche imbattables quand il s'agit d'arracher le moindre gramme de chair de la carcasse d'un gnou. Elles ne se contentent pas de dépecer les carcasses comme les autres carnivores. Elles peuvent aussi broyer les os de telle sorte qu'elles engloutissent leur proie tout entière. La plupart du temps, la seule chose qu'il reste d'une antilope, c'est un morceau de la calotte crânienne surmonté des cornes et une partie des sabots. C'est tout ce qu'elle laisse d'une antilope, même si elle pèse 250 ou 300 kilos. Elles peuvent arrêter dans sa course une antilope de 200 kilos et n'en laisser qu'une flaque de sang par terre en un rien de temps. Nous avons chronométré un groupe de 23 hyènes une fois, qui a accompli ce travail en 13 minutes. Ce sont vraiment de grands prédateurs. Malgré cette redoutable efficacité, les hyènes ne peuvent manger que ce qu'elles réussissent à garder. Elles doivent en effet souvent abandonner leur proie à leur ennemi mortel, le lion. Mais parfois les rôles sont inversés. Lorsqu'elles sont en nombre, les hyènes peuvent aussi forcer un lion à leur abandonner sa proie.
Les hyènes savent tirer parti de toutes les situations, adaptant leur stratégie au cas par cas. Aujourd'hui, alors que de nouvelles menaces planent sur leur univers, elles ont plus que jamais besoin de ces facultés d'adaptation pour parvenir à survivre. Profitant tranquillement de son petit déjeuner, cette femelle gravide, baptisée Malchance, est sur le point de devenir une pionnière de la science. Kay et ses collègues espèrent que grâce à elle, ils vont pouvoir apprendre comment de nombreux bébés hyènes tuent leurs frères et sœurs. Mais avant que ces futurs bébés apportent leur aide à la science, Malchance doit être endormie. Grâce à ses puissantes mâchoires, une hyène peut aussi se débarrasser de la flèche anesthésiante plantée dans sa cuisse. Là, c'est son rein droit. Pour la première fois, Kay se sert d'un échographe portable pour compter les embryons. Voilà le fœtus numéro 2. Désormais, lorsqu'une femelle arrivera dans la tanière collective avec un seul petit, Kay Holcomb saura s'il était effectivement le seul embryon ou s'il a supprimé son jumeau. Passons au diamètre de la canine supérieure. L'animal étant anesthésié, c'est l'occasion ou jamais de lui faire d'autres examens. Prise de mesure, auscultation générale et prise de sang pour analyser le taux d'hormones et l'ADN. Toutes les données recueillies permettront de mieux protéger les hyènes et leur habitat. Les recherches que nous faisons sont axées sur le long terme, et c'est uniquement en recueillant le maximum d'informations que nous pourrons prendre les mesures adéquates pour protéger les hyènes. Outre les dangers naturels auxquels elles sont exposées, une nouvelle menace plane sur les hyènes. À quelques kilomètres de la tanière du groupe Talek, de nouveaux occupants envahissent leur territoire. Alors que l'homme prend le pas sur la nature en Afrique, Kay se bat pour faire savoir combien la hyène est importante pour son environnement. Les hyènes sont très importantes dans l'équilibre des écosystèmes africains. Elles sont un indicateur de leur bon fonctionnement. Si les non-scientifiques ne comprennent pas à quel point elles sont fascinantes, à quel point leur vie est liée à l'écosystème, ils n'auront aucune envie de les défendre et de les protéger. Et je crois que si nous ne protégeons pas ces grands carnivores, ce sont les écosystèmes tout entiers qui sont en danger. Je ne pense pas qu'ils puissent survivre encore longtemps si les hommes ne se préoccupent pas d'eux. Contrairement aux prestigieuses vedettes de la faune africaine, les hyènes ont peu d'admirateurs. Pourtant, leurs particularités biologiques et leurs extraordinaires capacités d'adaptation font d'elles un trésor de la nature qui témoigne de l'infinie richesse de la vie.